OK, bon, ben, regarde, il est 10h31, alors on va commencer. Alors, bonjour tout le monde. Il me fait plaisir de vous accueillir à ce premier webinaire ou première rencontre pour discuter du nouveau programme cadre de 9e année qui est le premier cours officiel à être décloisonné pour les années à venir. Alors, avec moi aujourd'hui pour vous aider à l'animation, nous avons Nia Djega et qui a été embauchée par la DFO pour animer les sessions. Alors, c'est la personne clé Nia est une direction d'école au Conseil Viamonde, mais encore pour quelques jours seulement, parce que notre ami Nia s'est décroché un poste de surintendant au CECCE. Alors, il commence ça la semaine prochaine. Alors, félicitations Nia. Et Merci. dans la salle, on a Éric Génier aussi qui n'anime pas aujourd'hui, mais qui va prendre la relève de NIA pour les réseaux d'apprentissage professionnel qui auront lieu au courant de l'année cette année. Alors, bonjour Éric. Et nous avons Dr. Christine Surtam qui a été une des auteurs, ou qui a été consultée en tout cas pour développer le curriculum de mathématiques 9e année. Vous la connaissez peut-être parce qu'elle a participé aussi au programme cadre de l'élémentaire, le nouveau programme cadre en mathématiques. Alors, on est très chanceux d'avoir Christine. Bonjour Christine. Bonjour, c'est un Alors, plaisir. le cours, avant que j'oublie, à la fin de la présentation, on aimerait vraiment que vous preniez quelques instants pour remplir le formulaire d'évaluation que je mettrai dans le lien dans le chat. Alors, si vous pouvez juste cliquer là-dessus puis faire euh, l'évaluation de notre rencontre aujourd'hui, ça c'est très apprécié parce qu'on se sert de ça pour nos statistiques avec le ministère de l'Éducation. Alors, justement, ce projet-là qui débute, qui aura lieu cette année, je ne me suis pas présenté, hein. Je suis Pierre Campeau et puis je suis responsable de l'apprentissage professionnel pour la DFO. Alors, merci d'être ici. Au milieu de l'été, on apprécie beaucoup votre présence. Alors, le projet est financé par le ministère de l'Éducation, le gouvernement de l'Ontario, et il est offert en partenariat avec les 3 associations des directions en Ontario, alors le CPCO, OPC et la DFO. Puis là, vous voyez les logos de nos associations qui offrent ces webinaires-là. Alors, comme on fait tout le temps, on commence avec la reconnaissance du territoire. Alors, je reconnais que je me retrouve sur les territoires ancestrales de nations au sein de nations, notamment les Anishinaabe, les Ojibwe et les Mississauga, les détenteurs des droits inhérents de cette terre où vivent de nombreux peuples divers de Premières Nations, des Inuits et des Métis. Je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de travailler et d'apprendre sur ces terres dans une communauté de partage. Comme éducateurs, nous avons le devoir d'apprendre, de comprendre et de réparer les impacts historiques et actuels du colonialisme. Nous avons la responsabilité, individuellement et collectivement, de réconcilier notre relation avec la terre et les peuples. Alors, je vous invite à inscrire un petit mot dans le clavardage. Comment est-ce que vous vivez cette réconciliation-là? Alors, je vais vous donner quelques instants pour réfléchir et inscrire quelque chose dans le clavardage. Peut-être vous pouvez indiquer en même temps dans quelle terre vous vous situez. Mais alors, Pierre, puisque c'est moi qui partage, je ne peux pas écrire dans le clavardage, mais je vais profiter pour vous dire que je me situe à Georgetown, en Ontario, qui est situé au sud-ouest de Toronto. Et suite à la déclaration, ceci me contraint à protéger la terre en y apportant mon humble contribution. Merci beaucoup, Nia. Alors, merci. On va commencer. C'est une rencontre où on va demander votre participation. Alors, on va vous demander d'inscrire des choses dans le clavardage. À un moment donné, on apprécierait si vous pourriez participer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, on y va. Merci beaucoup, Pierre. Alors, je tiens d'abord à remercier une fois de plus toutes les personnes qui ont bien
dégager un peu de temps pour pouvoir participer à ce webinaire. Comme vous le savez tous, en septembre 2021, en tant qu'administrateur, nous allons commencer à diriger les équipes scolaires dans le processus de mise en œuvre du décloisonnement en mathématiques de 9e année. Dans son livre « Start with Why », Simon Sinek nous rappelle que nous devons commencer par expliquer pourquoi le décloisonnement est la meilleure solution pour les élèves et comment il permet de supprimer les obstacles systémiques. Cette présentation commencera par cette discussion avant de se pencher sur la façon dont une salle de classe décloisonnée pourrait fonctionner dans la pratique. Alors, nous allons conclure par le rôle de l'administrateur que nous sommes dans la mise en œuvre du décloisonnement. Alors, nous allons commencer par sonder votre état d'esprit en ce moment. Comment est-ce que vous vous sentez avec la question du décloisonnement? Comment vous appréhendez sa mise en œuvre dans l'école? On sait que toutes les directions d'école ne sont pas nécessairement des enseignants de mathématiques. Et comment est-ce que nous, on se sent en ce moment? Alors, on aimerait faire ce sondage parce qu'à la fin de l'atelier, on va revenir sur les mêmes questions pour voir si le webinaire nous a permis d'avoir plus de pistes et d'être plus confiants dans sa mise en œuvre. Donc, je vais vous inviter, s'il vous plaît, à aller dans le clavardage et partager comment vous vous sentez avec le décloisonnement, votre degré de confort, et vos appréhensions et qu'est-ce que vous en pensez. Donc, je vous laisse 2 minutes pour ceci et Pierre va nous lire après qu'est-ce que vous avez partagé comme message dans le clavardage. Merci. Alors, les gens réfléchissent et ils commencent. Alors, moi, j'ai mis un commentaire parce que j'ai beaucoup jasé avec des directions. Puis, Oui. je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes chez les directions sur comment ils vont pouvoir appuyer les enseignants. Parce que les enseignants disent comment est-ce qu'on va faire ça. Ils sont encore en questionnement, par exemple, comment je vais enseigner à 2 groupes en même temps. Tu sais, alors, ils ont encore dans la tête la mentalité, bien, je vais avoir tous les élèves vont être ensemble, je vais avoir un groupe d'appliqués et un groupe théorique ensemble dans la classe. Okay. Ensuite, Valérie dit, je trouve le nouveau curriculum absolument fantastique. J'adore l'idée que finalement, aucun de nos élèves ne se sentiront minimisés face à leurs compétences mathématiques. Ensuite, Eric est à l'aise avec le décloisonnement. Il va être essentiel d'assurer le monitorage de la qualité de l'enseignement pour assurer la réussite de tous les élèves. Il faudra continuer à atteindre l'excellence. Et puis, Roxane, c'est une première pour discuter du décloisonnement du cours de mathématiques. Je crois que ce modèle permettra de réduire les écarts. Je prévois toutefois que ce sera un défi pour les enseignants. Alors, beaucoup d'appréhension, beaucoup d'incertitudes, mais les gens sont en théorie, je pense, d'accord avec le décloisonnement en ce qui concerne les commentaires. C'est excellent. Merci Pierre pour ces commentaires et c'est rassurant de voir que en tant qu'éducateur administrateur scolaire, nous sommes prêts à embrasser ce nouveau virage en éducation et que nous comprenions l'importance de ceci. Alors, je vais vous demander de regarder l'image qu'il y a ici et en un seul mot, dites-nous ce à quoi ça réfère. Ça vous fait penser à quoi quand vous regardez cette image? Juste en un mot dans le chat, s'il vous plaît.
qu'est-ce que l'image nous dit? La diversité, je vois diversité excellent, inclusion, c'est magnifique, Monique. Le monde à la portée des mains, c'est magnifique, merci beaucoup, Eric. L'accessibilité, papier Campo, merci beaucoup. Alors, c'est comme vous avez si bien mentionné, vous pouvez remarquer que tous les mots que vous avez partagés sont des mots justes et je crois que c'est ça l'intention même du décloisonnement en classe de 9e année. Et ce décloisonnement en mathématiques, ce n'est que le début du décloisonnement dans les différents cours. Alors, quand je regarde ceci, on va dire, ça, ce sont les 3 objectifs que le ministère de l'Éducation a fixés. Ce sont les raisons pour lesquelles le décloisonnement est introduit en Ontario. Vous avez probablement beaucoup entendu des discussions sur la fin de la diffusion en continu en Ontario, tant aux nouvelles que dans vos conseils scolaires et vos écoles. Dans les prochaines diapositives, nous allons vous présenter quelques données que nous allons examiner pour susciter une discussion et vous aider à tirer vos propres conclusions sur les raisons du décloisonnement. Et les données qu'on va vous partager, vous pouvez les utiliser aussi dans les écoles pour susciter le débat ou bien pour amorcer la discussion autour du cours du décloisonnement. Alors, avant de vous présenter les données, j'aimerais que nous gardions en tête ces 3 questions. Que remarquez-vous? Qu'est-ce que vous vous demandez en regardant ces données? Quel lien cela peut-il avoir avec votre école aujourd'hui? Et comment nous pourrions utiliser les graphiques que nous allons voir tantôt avec notre personnel? Alors, ce graphique, cette première diapositive représente les données du Toronto District School Board qui recueille depuis un certain temps des données démographiques alignées sur les inscriptions et les résultats. Une pratique que tous les conseils d'administration devront suivre à l'avenir. Alors, dans cette diapositive, on peut voir que les élèves noirs, les élèves autochtones et les élèves ayant des besoins d'apprentissage particuliers et issus des familles à faible revenu sont représentés de manière disproportionnelle dans les cours théoriques. Elle montre également les élèves les plus susceptibles d'être orientés vers le cours de mathématiques appliquées en 9e sont les autochtones, les noirs et les élèves issus des familles à faible revenu, ou parfois des élèves qui sont handicapés. Donc, nous savons que les données démographiques que votre conseil les données démographiques que votre conseil ont en leur possession peuvent être différentes, mais nous savons également que les données démographiques changent dans toute la province et nous vous demandons de penser aux élèves racialisés, aux élèves autochtones et aux élèves qui ont des faibles revenus ou des élèves en difficulté dans votre conseil actuellement et qu'est-ce que vous pouvez faire avec le portrait de votre conseil à l'avenir. Alors, la prochaine donnée que je vais vous présenter, nous avons ici d'autres données sur les résultats des élèves du TDSB. Bien que nous sachions que tous les conseils scolaires n'ont pas encore recueilli les données démographiques liées aux effectifs et au rendement, tous les conseils, sans exception, vont commencer à faire ce travail. Donc, à quoi ressemblera les données de votre conseil scolaire? À quoi vont ressembler les données de votre école pour les élèves noirs, les élèves racialisés, les élèves autochtones et les élèves à faible revenu? Donc, vous pouvez voir les résultats sur 5 ans. On peut voir ici que le taux d'abandon pour les élèves, chez les élèves noirs est plus marqué que le taux d'abandon chez les élèves blancs. On peut aussi voir que dans les programmes d'études, on a 9% des élèves noirs qui sont dans des programmes essentiels, alors que 3% seulement des élèves blancs sont dans les autres programmes. Et un autre graphique qu'on regarde ici, c'est le taux de suspension. On peut voir que chez les blancs, 18% des élèves seulement ont eu une suspension au cours des 5 ans, tandis que 42% des élèves noirs ont été suspendus. Donc, ça, ce sont des données qui sont très, très marquantes. Et la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que nous pouvons faire changer des choses avec le cours décloisonné de mathématiques? Alors, ici, nous avons les données provinciales qui indiquent les inscriptions aux cours théoriques et appliqués pour la communauté à faible revenu. Les données figuraient dans le plan d'action ontarien pour l'équité en matière d'éducation qui a été publié en 2014. Donc, c'est un plan que je vous invite à prendre connaissance. Il y a beaucoup de stratégies là-dedans que nous pouvons appliquer dans notre école. Comme nous l'avons dit dans la dernière diapositive, nous partageons les données dans le but d'amorcer la conversation avec
notre personnel dans le but d'amorcer la mise en œuvre dans nos écoles. Alors, la question qu'on doit se garder en tête, c'est lorsque je regarde ces données, qu'est-ce que vous vous dites et quel lien cela peut-il avoir avec votre école aujourd'hui? Alors, je vous invite, lorsque je présente les données, si vous avez des idées, vous pouvez les taper dans le clavardage. On va les lire à la fin de la présentation des données. Donc, on souhaite que le webinaire soit interactif. Donc, on vous invitera si jamais il y a, si vous voulez intervenir ou bien si vous voulez interagir sur un graphique, n'hésitez pas de taper un mot. On va prendre un temps d'arrêt pour les lire à la fin. Alors, ce graphique met en évidence le taux de diplomation pour les élèves dans les cours appliqués et théoriques. Encore une fois, ces données figuraient dans le plan d'action pour l'équité en matière d'éducation en 2014. Et ce plan, vous allez le voir plus tard dans la liste des ressources que nous allons partager. Vous pouvez voir ici que chez les élèves théoriques, il n'y a que 5% des élèves qui n'ont pas été diplômés, tandis que chez les élèves appliqués, on a 26% des élèves qui n'ont pas obtenu le diplôme. Alors, ces données-ci, ce sont des données qui montrent le pourcentage des élèves qui poursuivent des études postsecondaires et autres depuis les cours appliqués et théoriques. Encore une fois, vous pouvez voir ces données dans le plan ontarien pour l'équité. Alors, en regardant ces données, qu'est-ce que ça vous dit? La question qu'il faut se poser, c'est, on regarde ici qu'il y a chez les élèves appliqués, on a 67% des élèves des cours appliqués qui se dirigent dans une filière autre. Alors, c'est quoi autre? Parce qu'on voit qu'il y a 33% seulement qui se dirigent au collège ou à l'université. Donc, la question qu'on se pose, c'est les 67% des élèves, est-ce qu'ils obtiennent finalement leur diplôme? Quelle est leur destination? Et ça sont des questions qu'on doit se poser et prendre des actions au sein de l'école pour faire changer les choses à travers le déploiement du cours de mathématiques et des autres cours. Alors, ici, cette donnée, ce graphique est aussi très parlant. Ça montre que ça parle de l'attitude des élèves en classe. Il s'agit du pourcentage des élèves qui présentent des besoins. Non, ici, il s'agit des données sur l'attitude, des données provinciales. Ici, on identifie le pourcentage des élèves qui aiment les mathématiques et qui se voient bons en mathématiques de 9e année. Alors, qu'est-ce que nous pouvons voir ici? On peut voir que les 68% des élèves qui sont dans un cours de mathématiques théoriques, 3e ou en 6e année, 68% affirment aimer les maths et 61% se considèrent bons en maths. Or, ce pourcentage chute lorsqu'on tombe chez les élèves appliqués. Donc, ça veut dire que l'attitude que les élèves développent selon qu'ils appartiennent à une filière ou l'autre peut varier. On peut remarquer ici que 50% des élèves seulement se disent bons en mathématiques et 42% se considèrent bons en maths. Et cette donnée, oui. Je veux juste spécifier, si les gens se posent la question, les données qu'on vous présente tout de suite, c'est les données des 12 conseils francophones, parce qu'on a vraiment ciblé nos élèves et non les élèves de toute la province. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup d'apporter cette précision, parce que les données chez les anglophones sont de loin différentes de nos données. Donc, ces données, merci Pierre de l'avoir mentionné, ça porte uniquement sur les élèves des 12 conseils francophones de l'Ontario. Oui, je peux spécifier aussi, Nia, que les données sont différentes, mais les tendances sont quand même semblables. Hein? On s'entend là-dessus. Oui. Oui. Alors, ici, on parle ici, cette diapositive nous présente le pourcentage d'élèves présentant des besoins d'apprentissage particuliers qui ont atteint la norme provinciale en mathématiques à l'OQRE, selon qu'ils soient au niveau 3, 6 ou 9 et le type de cours. Donc, je vous laisse une minute pour regarder, je ne vais pas commenter. Ensuite, ce graphique-ci montre les données de l'Ontario, que les élèves aient ou atteignent la norme en 3e ou en 6e année. On peut remarquer ici qu'ils étaient plus susceptibles d'atteindre la norme dans le cours de 9e année, aussi bien dans le cours appliqué que dans le cours théorique. Donc, ça veut dire que lorsque nos élèves sont dirigés à partir de la 3e année, si on leur donne de l'appui nécessaire, ils peuvent atteindre la norme en mathématiques, que ce soit en 3e ou que ce soit en théorique ou en appliqué. Donc, la question qui se pose certainement dans les milieux éducatifs, c'est de savoir si
est-ce que les élèves ne sont pas très vite orientés dans une filière appliquée ou théorique? D'où une fois de plus le décloisonnement dans le cours de mathématiques et certainement dans les prochains cours. Alors, on va mettre un temps d'arrêt ici et on va aller dans le chat pour voir des données que vous avez vues. Pensons aux questions que nous avons présentées tantôt et quelles sont les questions que vous vous posez après avoir vu ces données. Et selon vous, qui est inclus ou exclu dans ces données? Comment pourriez-vous utiliser ces données dans votre école? Quelles données complémentaires pourriez-vous chercher à obtenir pour mieux accompagner nos élèves dans les écoles? Donc, nous ne sommes pas nombreux ici, on ne va pas aller en groupe. Je vais juste vous demander de partager vos observations et vos remarques dans le clavardage. On va se donner 3 minutes pour ceci. Et vous pouvez voir ici qu'il y a un lien Google Doc pour les données. Et ce lien Google Doc contient toutes les données que nous venons de voir. Donc, on va vous partager ça plus tard. Donc, prenons 3 minutes juste pour partager notre ressenti par rapport aux données que nous venons de voir. Et je vais laisser ces questions en visu. Si vous êtes à l'aise, vous pourriez aussi juste demander la parole et puis, parce qu'on est un petit groupe, donc ce serait bien correct là, si vous vouliez verbaliser, allumer votre caméra et verbaliser là, ce que vous avez retenu là, dans ces données-là. Effectivement. Ben, regarde, Pierre, moi, je vais lancer le bal. Ce qui m'inquiète, c'est au niveau des transitions, parce qu'il y a il y a énormément d'élèves qui réussissent ou qui atteignent la norme en 3 et en 6, puis en 9 sont aiguillés vers le cours appliqué. Je me suis toujours posé la question, ça c'est depuis que j'enseigne, comme qui enseigne en 7e, 8e année? Donc, qui sont nos enseignants? Est-ce que j'ai de la stabilité dans mon école? Est-ce que mes gens sont accompagnés? Est-ce que les stratégies qui sont utilisées en 7e, 8e sont conformes ou font du sens avec ce qui se faisait en 6e année. Puis en passant, je pense que ça va être la clé d'un décloisonnement réussi. Est-ce que les stratégies qu'on va mettre en œuvre en 7, 8, 9 et en 6, est-ce que ces stratégies-là vont permettre aux élèves de continuer à justement réussir leur cours? Puis c'est ce qui m'inquiète parce que réellement, après la 8e année, souvent, les parents vont prendre la recommandation de l'équipe école pour le cours à suivre, qui était cours appliqué ou cours théorique, puis ils ne vont même pas questionner. Mais là, maintenant, ça ne sera plus l'obstacle. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais tu sais, il faut faire attention parce qu'après la 9e année, lorsque le cours va être décloisonné, si on est encore en filière en 10e année, ça va être le même enjeu. Et sinon, même si la 10e est décloisonnée, guess what? Ça va être le même enjeu pour la 11e année. Donc, à un moment donné, il va vraiment falloir se poser cette question. Puis la question est au niveau des stratégies. Puis est-ce que les élèves ont réussi dans mon enseignement de démontrer qu'ils comprenaient adéquatement la matière? Est-ce que moi, comme enseignant, je suis capable de reconnaître, justement, est-ce que je suis capable d'aller chercher les preuves d'apprentissage qui démontrent que mes élèves comprennent la matière adéquatement? Et finalement, puis après ça, je me tais, Pierre, je te le promets. Et finalement, je pense qu'il faut continuer à atteindre l'excellence. Donc, il faut avoir un low floor, high ceiling. Puis, we can't forget the high ceiling part parce que nos élèves francophones, je pense que tout le monde est d'accord ici, nos élèves francophones ont droit d'avoir accès à l'université puis aux meilleurs enseignements. Donc, il ne faut pas baisser la barre. Puis je pense que notre travail au niveau de la direction de l'école, c'est de faire comprendre aux enseignants que d'être inclusif, puis d'avoir un low floor, high ceiling, c'est lever la barre pour tout le monde. Mais il ne faut pas oublier non plus que nos élèves s'en vont possiblement dans nos filières préuniversitaires, puis il faut qu'ils soient prêts. Donc ça, on ne va pas le perdre de vue. Mais est-ce que dans mes stratégies d'enseignement, est-ce que j'ai une planification qui permet à mes élèves d'atteindre la norme, finalement? Puis je pense que ça, je pense que moi, il me reste 17 ans en éducation, fait que ça va être un travail de 17 ans minimum. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Bien, merci beaucoup, Éric. Moi, c'est Valérie. Je t'écoutais, Éric, puis je pense que le problème
va moins se poser en 11 et 12. Et j'espère, moi, que le décloisonnement sera fait pour la 10e année l'année prochaine et dans d'autres cours aussi. Et comme tu dis, moi, je me pose souvent la question, qui est-ce qui influence nos élèves? Parce que la décision d'aller en théorique ou appliquée, est-ce que c'est le parent ou est-ce que c'est souvent, je ne sais pas, un enseignant qui se base sur une note, la note en pourcentage sans nécessairement connaître l'élève? Alors, je pense qu'il y a une éducation aussi du parent à faire et pour s'assurer que son enfant reste dans la filière, qu'il lui donne le plus d'opportunités. Écoute, personnellement, j'ai vécu une expérience cette dernière année où on manquait des enseignants, donc j'ai fait comme 2 jobs en même temps et entre autres, j'ai enseigné maths. Et dans mon école, on avait le cours appliqué théorique mélangé en deux, puis j'avais 2 élèves dans le cours appliqué et j'avais 18 élèves dans le cours théorique. Et mes 2 élèves dans le cours appliqué, je leur ai fait un deal, puis j'ai dit, écoutez, on va voir comment ça se passe, la première évaluation. Puis, parce qu'ils avaient des notes incroyables, là, et je leur ai demandé pourquoi êtes-vous dans le cours appliqué, puis ils ne savaient pas me répondre, j'aime pas les maths, etc. Écoute, ils sont passés dans le cours théorique, parce que ce n'était pas encore décloisonné, et c'était les 2 parmi mes meilleurs élèves. Donc, je pense que le fait de les appuyer, le fait de leur faire croire qu'ils sont capables. Donc, je pense qu'il y a aussi une éducation de nos enseignants qui va devoir être faite. Ça va être, je pense, un grand développement. Beaucoup d'investissement va devoir être fait à ce niveau-là dans nos écoles. Vraiment aider nos enseignants à croire que tous nos élèves ont une place dans ce cours-là pour réussir. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Valérie. Moi, de mon côté, je réponds dans le même sens que Valérie. Je pense qu'au niveau des attitudes chez nos jeunes, en bas âge, avant même de penser au secondaire, il faut valoriser toute initiative, toute tentative que les jeunes vont entreprendre pour aimer les mathématiques davantage. Alors, on n'a pas nécessairement besoin de se rendre en 6e année pour entendre déjà des jeunes qui sont en plus bas âge dire « j'aime pas les mathématiques » ou « je suis pas bon en mathématiques ». Puis là, on peut penser plus aux filles, on peut penser plus aux jeunes en minorité, quelle qu'elle soit, et ainsi de suite. Alors, moi, je dis qu'il y a beaucoup à faire auprès des enseignants dès la rentrée des élèves à l'école pour valoriser comme je disais tantôt, les tentatives que les jeunes vont faire, que ce soit des jasettes mathématiques et ainsi de suite. Il n'y a pas, de dire qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, que ta façon est bonne, que OK, on en discute ensemble et ainsi de suite, parce que c'est un peu comme ça dans le milieu du travail aussi. On travaille beaucoup en équipe. On pense aux compétences. Alors, moi, je pense que c'est là qu'il faut que ça commence pour arriver en 6e et 7e année, puis travailler encore avec les parents et avoir de la stabilité dans le continuum pour les enseignants, puis assurer des bonnes transitions et ainsi de suite. Alors, je miserais beaucoup, beaucoup sur valoriser les élèves et puis leur faire voir qu'ils sont capables, qu'ils peuvent être bons. Bien, merci beaucoup, Roxane. Moi, je vais retenir 3 choses qui ont été dites là. Valoriser les élèves, travailler sur les enseignants du secondaire. Et moi, j'ajouterais aussi, il faudrait qu'au secondaire, qu'on aligne les pratiques des enseignants de mathématiques avec ce qui se fait en 3e, 6e, parce que il n'est pas normal que les élèves réussissent les tests de 3e, 6e année, mais n'arrivent pas à réussir les tests de 9e. Ça voudrait dire qu'il y a nos enseignants du secondaire devraient peut-être aller en apprendre davantage sur ce que les enseignants font à l'élémentaire. Donc, sans plus tarder, je vais... Est-ce que je peux t'interrompre là-dessus? Ou en tout cas, regarder cette problématique dans l'autre sens. Est-ce que ce serait les enseignants de 3e et 6e qui devraient peut-être regarder ce qui est fait en 9e? Est-ce que tu commences à dire peut-être que la préparation en 3 et 6, c'est... Je comprends qu'ils réussissent le test de l'Ocre, mais est-ce que peut-être c'est un peu moins poussé? Dans tous les cas, ce que je voulais mentionner, c'est un travail de collaboration, un échange, un transfert de pratiques gagnantes, que ce soit
de l'élémentaire vers le secondaire ou du secondaire vers l'élémentaire. Je crois qu'une fois qu'on aura harmonisé ces pratiques, on pourra mieux accompagner nos élèves et obtenir le succès que nous visons. Monique a has her levé la hand main. up. Oui. Vas-y, Monique. Oui, Monique. j'avais la main levée. En fait, je voulais mentionner par rapport au fait que dans le graphe, on remarquait qu'il y a un lien direct entre l'attitude des élèves en mathématiques dès la 3e année et le fait qu'ils choisissent les maths appliquées ou les maths théoriques au niveau du secondaire et même leur réussite au niveau du secondaire. Donc, je voulais dire que c'est un travail qui doit commencer au niveau vraiment de l'élémentaire. C'est-à-dire que les enseignants doivent encourager les élèves, ils doivent croire aux élèves dès l'élémentaire. Ils doivent sensibiliser les élèves sur le fait que la mathématique, ce n'est pas une matière exotérique comme certaines peuvent le croire. Et si la perception des mathématiques est différente, est perçue comme quelque chose d'accessible dès le bas âge, je pense que ça va grandement changer les choses quand les élèves vont arriver au niveau du secondaire. Et de plus en plus, on parle de pédagogie culturelle. C'est vraiment d'aller intégrer cette pédagogie-là dès l'élémentaire pour cheminer avec les élèves jusqu'au secondaire. Que les élèves puissent apprendre à se connaître, que les enseignants puissent intégrer ce que les élèves puissent connaître à partir de leur culture et échanger, interchanger à travers les cultures pour que les uns et les autres voient les liens. Je pense que si ça se fait de cette manière-là, le cheminement des élèves va être plus stable et puis les élèves auront moins d'appréhension lorsqu'ils arriveront au secondaire. Et même les familles. Quand moi, je prends mon cas, Monique, est-ce que tu as la parole encore ou tu as coupé? Ben, je voulais parler de mon cas, mais je ne sais pas si je peux continuer ou pas. Ben, je crois que moi, si ça ne te dérange pas, je te dirais, garde ça peut-être pour la fin, parce qu'on est en train de courir après le temps aussi. Donc, merci pour le partage de tout un chacun. Je vois que nous sommes tous passionnés et j'ai bon espoir que le décloisonnement ne peut qu'être une bonne chose vu les échanges que nous avons eus tantôt. Alors, on revient un peu sur le cloisonnement. Qu'est-ce que nous avons remarqué à travers les graphes? On a remarqué que le cloisonnement entraînait un taux d'obtention de diplôme plus faible chez les élèves, chez certains groupes d'élèves, que le cloisonnement entraînait une plus faible transition vers les études postsecondaires et que le cloisonnement qu'on a vécu jusqu'à présent, ça permettait d'accroître les écarts de réussite, de perspectives et de résultats et ça engendrait un faible taux de réussite scolaire chez les élèves. Alors, mais pourquoi décloisonner? On va se dire ici qu'il est important, comme Monique l'a mentionné tantôt, d'observer un changement culturel dans les écoles et dans les conseils scolaires pour identifier et démanteler le racisme systémique et la discrimination. Il faut travailler sur la capacité accrue des éducateurs pour une instruction, une appréciation, une évaluation efficace. Il faut aussi miser, comme Egil l'a mentionné tantôt, sur la hausse de l'engagement, des résultats et du bien-être des élèves pour supprimer les obstacles et aider les élèves à obtenir le diplôme postsecondaire. Alors, qu'est-ce que je voudrais mentionner ici? Une belle surprise. Ici, c'est de se dire qu'en accomplissant l'activité que nous venons de faire tantôt, vous avez répondu implicitement aux attentes du programme d'études en matière de données, tant au niveau élémentaire que dans le nouveau cours de mathématiques de 9e. Vous savez qu'avant, en 9e, il n'y avait pas le cours de gestion de données, donc c'est nouveau. Donc, vous allez remarquer comment l'analyse des données est très puissante pour nous permettre de prendre des décisions éclairées. Donc, merci une fois de plus de m'avoir écouté pendant ce
ce bloc de temps. Je vais laisser la parole à Christine pour la deuxième partie. Merci, Nia. Bonjour tout le monde. Je vais parler en anglais. Je comprends français, donc vous pouvez poser des questions si vous voulez en français, mais peut-être je vais répondre en anglais. So what I'd like to do is go through some key ideas with respect to the grade 9 math curriculum, and also look at what does this math curriculum look like in action. So it's going to be a very brief overview of some of the key ideas within the mathematics. So if we could go to the next slide, Nia, thank you. So one thing I'd like to point out, and it says why math. This is not the ministry's reason why math, but I do think it's something for us to consider. Is that quite often mathematics is seen as a gatekeeper. So in other words, knowing mathematics provides opportunities to students. And sometimes those opportunities actually have nothing to do with knowing the mathematics, but they're simply used as a filter. So what we really need to think about is the idea that rather than serving as a filter, mathematics should be serving as a foundation for all students for educational opportunities. And I think that we need to keep that kind of front and center as part of our, I guess I would say, moral imperative. If we go to the next slide, what I'd like to do is talk about and show some of the continuation. So I'm going to go over some key ideas around this grade 9. I was an advisor to the ministry around the elementary curriculum and an advisor around the grade 9 in terms of providing them with research. And I think that one thing that we can notice is that there is a continuum from the grade 1 to 8 to the grade 9. One thing you would notice is perhaps that the social emotional learning expectations that are in the elementary, they also appear in forms in the grade 9. Also, the idea of mathematical thinking and using the mathematical processes also appears in the grade 9. And what's interesting is those mathematical processes are actually the same as the ones that appeared in the 2005, and research supports those particular processes. You see that there's an alignment of the strands, and also that things such as coding that was introduced in the grade 1 to 8 continues on into the grade 9, as does mathematical modeling. There is some emphasis in the grade 9 on a data literacy and a data awareness that was not there before in the grade 9, but is a direct continuation of what was there within the grade 1 to 8. And the same is true with the financial literacy. So although some of the topics might be new to the teachers of grade 9, they should not be that new or unfamiliar to the students, depending on, perhaps in the first year, depending on how much they were exposed to the new curriculum. But over time, we should see that alignment actually happening. And if we go to the next slide, what I'd like to do is talk about some of the goals and vision. And I'm going to focus, first of all, on the first one that I have here, which is really about emphasizing supporting students as capable mathematics learners. And I think that that was something that I believe it was Roxanne who was talking about, that the idea is that part of what we're doing is working on developing students' identity as mathematics learners. Quite often, those transition years of 7, 8, 9, and 10 is actually when their identity as a mathematics learner gets a bit shaky, when they start to doubt whether they're good in mathematics, and they start to wonder whether mathematics has any actual place within their lives. So we really need to be able to enforce that students are capable mathematics learners in allowing them to solve problems in different ways and allowing them to have multiple entry points. And if we go to the next slide, you'll see that our society actually gives math a bad rap. I know as a math education professor, if I go to a social event and I say somebody says, "What do you do?" "Oh, I'm in mathematics." Well, right away it's, "Oh my." Either you're smart or I was never good at math or whatever it is their reaction is. That quite often the image of a mathematician. So these drawings are actually drawn by students in Ontario as part of a PhD thesis from one of my former students, Jennifer Hall, who's now a prof in Australia.
So she wanted to find out how do students perceive mathematics and mathematicians, and she had them draw pictures. We had hundreds of pictures that needed to be sorted through, but these were some popular ones. The Einstein image, and then that image from the Big Bang Theory of Sheldon. And so think about some of the movies that you've seen with mathematicians in it. The image that students get of what a mathematician is not always positive. Quite often there's some mental illness, they're socially awkward. So we need to be changing that image about who can do mathematics, because all students are capable of mathematics. And that's something that we need to really think about with this new curriculum. And if we go to the next slide, I'll talk about some of the other principles. So student learning, if I look at the second one, student learning has to be placed at the center of the mathematical activities so that all students' thinking is valued. And we need to pay attention to that student thinking to determine what those next moves are. Students may solve problems in a variety of ways, and we have to value all of those different ways. We also need to, valuing of the diversity of the way they see mathematics and the way that they solve math problems helps to build that inclusive environment so that we have a classroom culture where students feel valued no matter what it is. And then finally, focusing on culturally responsive and relevant pedagogy really is about students being able to see themselves in mathematics. So if we think about those two images I showed you that students drew of mathematicians, which were quite, stereotypical of many of what we saw, you probably noticed that those mathematicians were white and they were male. And quite often that is what people think in terms of who can do mathematics. And we need to make sure that students see all of the faces within mathematics. So if we go to the next slide, I'll share with you, these are just a sample of some of the curriculum expectations that demonstrate some of the kinds of things that I was talking about. So some of the kinds of things such as cultural relevance. So if we look actually at that first curriculum expectation, which is an expectation that goes across all of the curriculum, it's not just on one strand, it goes across all, that students are to make connections between mathematics and a variety of knowledge systems, their lived experience, and of course, across real life applications, as well as connections to careers. And another one I pulled out of the number strand is that students are going to be researching a number concept to tell a story about its development in a specific culture. So student choice should be here. Students are choosing, okay, what number concept do I want to look at? And in what culture might I want to look at how that was developed? How does infinity represented in my culture? How were numbers developed? What does it mean? Who developed how to find a square root? Or although we might call the Pythagorean theorem by the name of Pythagoras, other cultures developed it. And as well in the development and use of algebra, researching an algebra concept to tell a story about its development, and again, use it in a specific culture. Now, I need to let you know that those are not the only expectations that have students making choice and refer to looking at some of the cultural aspects and the diversity in terms of how mathematics is developed. And if we go to the next slide, what I'd like to do is to then talk a little bit about, so what might mathematics look like in a D-stream classroom? What does it look like? What does it feel like? So some of the strategies on the next slide, Nia, relate to, I'll be repeating something that Eric said, that idea of low floor, high ceiling tasks. So that means a task that has multiple entry points, so every student can find a way to get into this problem. It provides space for students to kind of be challenged, and all students to be challenged. And it also allows for students different experiences. Also, the use of a variety of assessment strategies. So a variety of assessment strategies, yes, allows students to have multiple opportunities to show what they know and can do, and to show it in a variety of ways, such as a conversation, observation,
But it also respects all of the variety of mathematical actions that actually occur in mathematics. So if students are asked to communicate their understanding, then that might be the kind of thing I might not be assessing with a paper and pencil task. I might have them actually have a conversation with me as a teacher, or sit down with a group of students and listen to their thinking. The idea of including collaborative learning. We know that particularly adolescents love to be social. That's part of what they're developing. And so we need to give them those opportunities to share their mathematical thinking within a safe environment with their peers. So I know quite often, a student is afraid to put up their hand and share their thinking because they'll feel isolated. But if they get to share it with their peers and get that thinking validated, then they're more willing to be able to share it in a whole class environment, as well as providing a variety of what I call mathematical thinking tools. Some people might call some of those things manipulatives. Manipulatives are not just for students who are struggling, they are for all students. And I often tell the story of I was taking a graduate level mathematics course, and all of a sudden we were doing 3D mapping to 2D spaces. The professor picked up somebody's milk carton and held it up and started to talk about the X, Y, and Z axes. So this is a research mathematician using a manipulative. So they are not for struggling learners, they are for all learners. And when I say mathematical thinking tools, that involves technology, it involves Desmos, it involves rulers, paper, pencil, whiteboards, all of those kinds of things are mathematical thinking tools. And another important component is to value and build on student thinking. Listening to student thinking, to me, is the most important thing a teacher can do. And when we listen, it shows that we value those kinds of diverse ways that students actually think. And so the next slide is a bit of a diagram of those different ideas, which you might find useful in talking with teachers or thinking about this. And you might also notice that some of these strategies, in a way, are not really new. We've been talking about these kinds of things. These are the same kinds of things I might be talking about when I'm doing presentations to elementary teachers. So with some of the questions about the transition from elementary to secondary, we should be seeing some similar kinds of things, whether we're talking about a grade 7 and 8 classroom or a grade 9 classroom. So perhaps more work in terms of working with teachers in those transition years to make sure that those are the kinds of things that are happening. Sometimes grade 7 and 8 teachers are thinking that they are preparing students for the grade 9 class that they were once a student in. And I think it's important that they understand that it goes beyond that. So let's look at a particular problem that might be a problem that a grade 9 teacher might use. And I want to use this problem and have us think about it just as a way of demonstrating some of those characteristics of teaching that I just spoke about. So I'm going to give you a minute. This is a 10 by 10 square. I'm not looking for the answer right away. Okay, so this is not a mad minute. I want you to think individually about how many of these squares are shaded. And just, if you got a paper and pencil, jot it down and think about how you solved it. And again, I don't need to know the answer. There's no rush to the answer. We're looking at your thinking. So I'll give you a couple of minutes. Okay, so this teacher, and this is taken from Joe Bowler and Kathy Humphrey's book called Connecting Mathematical Ideas, and it contains video. So I've watched this teacher do this, and she gave all the students a minute, and then she had several minutes, and she had them think alone, not collaboratively, because she wanted to know their individual thinking. And she used their individual thinking as a springboard to move forward to start to develop some algebraic thinking. So if we go to the next slide, you'll see that these were some of the answers. So Charmaine said, in order to get the number of squares, she did 4 times 10 minus 4. And the students actually got up and showed what that meant with respect to this diagram. And Colin did 10 plus 9 plus 9 plus 8. Ahmed did 10 plus 10 plus 8 plus 8. Melissa, 10 plus 10. So you can see that they actually thought about this in different ways.
but that they did come up with the same answer of 36. And now I imagine if you look at those, you might say, oh, gee, I did it Colin's way, or I did it Charmine's way. So take a minute and say, oh yeah, I did it. You know, I find Melissa's way is quite unusual. I don't know if anybody did it using Melissa's way. So what the teacher did next, after she had all of these written up, is she used those as a springboard to keep going. And she said, okay, what I'd like you to do is take a moment and rewrite these in a way that as though it were a 6x6. So she had them rewrite it, thank you, as though it were a 6x6. And she asked them, in what ways do the expressions change and what things stay the same? So for instance, you might notice that Charmine's, although I didn't write this down, but Charmine's would then be 4 times 6 minus 4. And so it was interesting because the students were starting to think about, okay, in Charmine's, the 4 stayed, but the 10 changed. She was developing the idea of a variable and a constant, which we might think, if we're familiar with mathematics, is an easy concept. It's not. And it's important to develop a deep understanding of those kinds of concepts. So if we move to the next slide, she then said, okay, now what I want you to do, and this was several days, okay, she did other things, 8x8s, 12x12s, lots of things. But at some point she said, okay, now I want you to imagine an n by n or an x by x. What might those expressions be if it was a bigger grid with variables n by n? So again, building on that idea of the concept of a variable. And so if we go to the next slide, you'll see what the students came up with. So it's interesting, some use n's, some use x's, but she used this as a way of starting to talk about things. And I'm going to draw your attention to Colin's. So you see, Colin said he took his 10 plus 9 plus 9 plus 8 and wrote it as x plus y plus z. So that's kind of interesting. There's nothing wrong with doing that, but the teacher built on that in order to say, okay, could anybody in the class write that with fewer variables? So again, she's trying to build on the student thinking, but also now adding to these concepts. So she's developing the concept of a variable, the concept of a constant, but now she's also saying, you know what? Those variables could have a relationship to one another. So instead of using y, we might have used x minus 1. And so down the road, I won't go through all of the lessons she did. Down the road, she actually ended up having them simplify all those expressions because there was a reason to simplify them, to find out, hey, actually, all of those expressions mean the same thing. So she had them simplify, collect like terms, do all of those things that we might do in a grade 9 class. But there was a reason to do it. And she was building on student thinking, and there was a reason to do the simplification rather than merely giving them a full worksheet where they had to simplify. So that's just kind of an example of if this one happens to be very much teacher-led, it still is a bit low floor, high ceiling, and we still have room for student thinking. So if we go to the next slide, I'm just going to talk about some of the characteristics and the curriculum connections. So first of all, again, it was low floor, high ceiling. It had multiple places for students to engage. It valued and built on student thinking, and it engaged students in the mathematical processes of reasoning, communication, making connections. So those are just a few of the things that this task might have done. And we can see that it actually connects to some of the grade 9 curriculum expectations, such as comparing algebraic expressions, using concrete numerical, graphical, and algebraic methods to show that they're equivalent. So that's where she was going. And she also had them simplify the expressions by applying properties of operations of numbers. So you can see that we're addressing the curriculum. It's a very short task I did with you just to kind of make sure that we don't take up too much time, but it's an example of some of the things that we were talking about.
So if we go to the next slide, I just want to emphasize the idea of differentiating instruction. I must say I'm a little bit nervous. I worry a little bit that when we have a D-Stream class, that teachers might decide that to stream the D-Stream class. So I think that we need to be cautious about how we talk about differentiating instruction. It doesn't mean that we're putting students in ability groups. And it doesn't mean that some students practice skills while others get to do rich tasks, because all students should be engaged in rich mathematical tasks. That's what equity is all about. It doesn't mean we just give manipulatives to students who are struggling. No, all students need to engage in manipulatives. We shouldn't be labeling students, and we shouldn't be making assumptions as teachers about who's capable and who's not. Sometimes I see teachers say, okay, I don't think you're ready for this task. You need to practice these skills, as opposed to putting students in heterogeneous groups and then doing a timeout if there needs to be a chance to practice some of those skills. So I think it's really important, I think particularly as leaders, that you watch for this and that you think about what are the messages teachers are giving within that classroom about who's capable and who's not. It's not going to be as simple as putting students all together in one room. As you all know, it's much more complex than that. And I think that there's some things we need to be kind of careful about. Et donc, I'll hand it back to Nia. Thank you. Thank you, Christine. Alors, on va commencer avec la dernière partie. Alors, ici, on va vous présenter, Monsieur Campo va vous envoyer un lien d'une vidéo sur à quoi pourrait ressembler une classe décloisonnée. Pour ne pas sortir du PowerPoint, on va vous demander de prendre 1 minute et 30 secondes pour regarder la vidéo et revenir. On va discuter là-dessus. Je vois que Pierre a déjà mis le lien vers la vidéo dans le clavardage. Donc, prenez s'il vous plaît 1 minute pour regarder la vidéo et puis qu'on revienne discuter ensemble là-dessus. Ouais, Nia, je vais juste m'assurer. La vidéo que moi j'ai est 10 minutes. C'est 10 minutes? Oui. Oh. À moins que je n'ai pas le bon lien. OK. C'est le lien que Pierre a partagé dans le clavardage, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Oh, OK. Oui, c'est ça, mais à 10 minutes, est-ce qu'il y a un temps dans la vidéo qu'on voudrait plus regarder ou… Je crois que le lien c'est le lien qui est dans le texte en bas, Pierre. Oui, OK. C'est ça. Puis on voit le lien qui est sur l'image aussi, on va voir. Le lien de l'image. Parce que dans l'image, il y a un autre lien aussi qui devrait durer 1 minute et 30 peut-être. OK, juste une seconde. Donnez-moi une seconde. Parce que je crois que les 10 minutes, c'est la vidéo complète. OK, désolé. Essayez ça ici. Dis-moi si c'est mieux. Dis-moi si c'est mieux, Eric, celle-là. Je te le dis tout de suite. Je crois que celui-là devrait être mieux. Oui, je pense que c'est bien. Parfait, effectivement. Donc, je m'excuse encore pour ce déconvenu. C'est tout simplement qu'on a voulu vous partager le lien complet à la vidéo pour que vous puissiez le regarder plus tard, mais la partie sélectionnée se trouve derrière l'image. Merci beaucoup, Pierre. Donc, on se donne 1 minute 30 pour le regarder. Voilà. Et une fois qu'on aura regardé la vidéo, juste en un mot,
Qu'est-ce que vous remarquez? Que fait l'enseignant dans la salle? Comment les élèves s'engagent-ils dans l'apprentissage? Donc, vous prie dans le clavardage juste de mettre un seul mot pour partager qu'est-ce que la vidéo vous dit, comment ça vous parle. Je vois Roxane qui a marqué engagement des élèves. Merci Roxane. Miser sur le développement de l'autonomie, ça c'est excellent, surtout en mathématiques. Lorsque les élèves sont autonomes, ça donne le temps aux enseignants de s'occuper des élèves qui demandent plus de besoins en mathématiques. Et tous ont leur place dans la classe. Ça, c'est magnifique. Effectivement, parce que je crois que dans la vidéo, il y a une élève qui mentionne que lorsqu'elle est arrivée dans la classe, c'est comme si elle ne faisait absolument rien parce que l'enseignante donne des tâches, mais pourtant, à la fin de la leçon, elle réalise qu'elle est en train d'apprendre. Je vois que Monique dit que les élèves reconnaissent l'utilité de collaborer entre eux. Et c'est ça l'importance, Monique. Lorsque les élèves ont développé une autonomie, généralement, ils ne vont pas souvent avoir besoin des enseignants parce que lorsqu'une culture d'autonomie est instaurée dans la salle de classe, les élèves s'identifient entre eux comme les pairs qui peuvent nous appuyer, et ainsi de suite. L'autonomie entraîne automatiquement la collaboration. Alors, je vous remercie tous pour vos partages. On va devoir continuer à partager. Si vous avez des choses à écrire, on pourra revenir à la fin. Non. Je ne crois pas que ça. Non. Je crois que ça m'a ramené à la vidéo. Alors, maintenant, on va se pencher sur c'est quoi le rôle de la direction. Et si c'est la dernière partie de notre webinaire, ce qui est important de mentionner ici, c'est qu'il ne faut pas oublier que notre rôle est de diriger la mise en œuvre dans l'école avant d'entrer dans les délais. Donc, ce n'est pas le premier cours qui va être décloisonné. C'est pour dire que le décloisonnement, ça va être un cheminement et il faudra du temps pour obtenir l'adhésion de tous. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Les gens n'aiment pas le changement. Certains ont un état d'esprit fixe. Il faut commencer par le pourquoi, c'est très important. Il faut prendre le temps pour écouter les préoccupations des gens et leur donner le temps de voir l'impératif moral. Tout le monde sera à un endroit différent lorsque le décloisonnement va être mis en œuvre, mais cela ne veut pas dire que nous devons attendre avant de faire partir la machine. Notre travail en tant que leader scolaire est de faire avancer tout le monde et de les amener avec nous. Alors, comme je venais de le mentionner, c'est un cheminement, c'est un changement de mentalité et il ne faut pas oublier que chacun est à un endroit différent, qu'il faudra partir d'où les gens sont et cheminer ensemble. Alors, j'aimerais partager ce graphique qui montre les 3 groupes importants que nous devons avoir en tête lorsque vient le temps du décloisonnement.
ce que je voudrais mentionner ici, c'est qu'en tant que directeur d'école, nous devons travailler avec toutes les parties prenantes à cette mise en œuvre, à savoir les enseignants, les élèves et les familles. Il s'agit des 3 grands domaines que nous pensons devoir prendre en compte et qui sont directement liés aux 3 objectifs du ministère en matière de décloisonnement. Alors, quels sont ces 3 objectifs? C'est premièrement de comprendre le pourquoi du décloisonnement. Quel que soit le groupe avec lequel nous travaillons, il est de notre devoir de les aider à comprendre le pourquoi et l'abandon de l'enseignement traditionnel. Nous devons en ce sens partager les données, engager la conversation avec les groupes, aider à remarquer qui a un statut, qui est laissé de côté. Est-ce que ce sont les Noirs, les élèves racialisés, les autochtones, les familles à faible revenu, afin que le pourquoi devienne aussi leur pourquoi. Pour que les pratiques d'enseignement utilisées valorisent tous les apprenants, respectent et intègrent les différentes cultures et manières de savoir. Pour que tout le monde, enseignants, élèves et parents, remarquent et croient que tous les élèves, indépendamment de leur race, de leurs compétences et de leurs revenus, ont des connaissances et des compétences à apporter pour enrichir l'expérience d'apprentissage de tout le monde dans la salle de classe. Il faut aussi miser sur le développement des compétences. Les enseignants devront se familiariser avec la structure du programme d'études numériques et les mesures de soutien disponibles. Ils pourraient avoir besoin de nouvelles connaissances en mathématiques pour comprendre les nouvelles attentes du programme d'études en matière de codage et des connaissances financières. Ils devront acquérir des nouvelles connaissances pédagogiques pour répondre aux besoins de tous les apprenants et les faire participer pour intégrer des cultures et des modes d'apprentissage différents, pour créer des classes de réflexion, pour aborder le développement personnel et social et pour utiliser la modélisation en mathématiques. Les parents doivent eux aussi apprendre le nouveau programme, entendre les enseignants parler des nouvelles stratégies, apprendre comment ils peuvent soutenir au mieux leurs élèves. Les parents peuvent nous aider à établir des liens avec leur communauté et nous aider à soutenir et à intégrer les différentes cultures. Donc, notre rôle ici est principalement de soutenir les différents groupes, de soutenir le développement personnel, le développement professionnel de nos membres du personnel. Nous devons aussi soutenir les apprenants, à savoir, nous pouvons soutenir les élèves en soutenant l'apprentissage des enseignants. Cela signifie qu'il faut créer du temps pour que les enseignants apprennent, assistent aux cours de perfectionnement professionnel, collaborent aux cours de formation continue, explorent les ressources, aient un dialogue informel, visitent leurs classes respectives. Ils auront besoin de vous en tant que co-apprenants à leur côté, les encourageant gentiment, posant des questions, partageant la rétroaction, remettant en question leurs croyances. Cet apprentissage de l'enseignant aidera à créer des classes qui engagent tous les étudiants, où les étudiants se voient eux-mêmes, leur culture représentée dans l'apprentissage. L'élève devra apprendre, l'élève devra voir quels sont les soutiens disponibles et comment les utiliser. Par exemple, ils devront s'appuyer sur leurs points forts. Pour faire avancer son apprentissage, les parents aussi devront faire entendre leur voix, avoir des moyens de partager leurs idées et leurs préoccupations et participer aux décisions. Donc, nous, en tant que direction, notre rôle est de créer un cadre, de créer un environnement et de fournir les outils nécessaires pour accompagner la mise en œuvre du nouveau cours de mathématiques et du décloisonnement. Alors, toutes ces idées et bien d'autres encore sont reprises dans un document que nous avons créé et qui s'intitule Mathématiques 9e année décloisonnée, un continuum pour les directeurs d'école. Le continuum que vous voyez, le lien est ici en bas, vous allez certainement l'avoir. Et donc, vous aurez le lien dans les ressources. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre le continuum, voir où vos enseignants sont, identifier vos enseignants à l'école, où est-ce qu'ils sont placés, où les élèves sont placés, où les élèves sont placés. Le continuum est très bien fait pour chaque groupe identifié ici. C'est juste d'aller dans le continuum, se dire, ma communauté scolaire est rendue au niveau 1, au niveau 2 ou au niveau 3 du continuum. Et quelles sont les actions? Le continuum vous propose les actions que nous, en tant que direction, nous pouvons mettre en place pour pouvoir soutenir ces différents groupes. Je veux spécifier, Nia, que nous allons vous envoyer
une copie de la présentation par courriel. Alors, vous allez recevoir ça d'ici 2 jours. Alors, vous aurez accès au continuum, qui est très petit ici. Là, vous ne pouvez pas le lire, là, mais c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qui va avoir de là. Effectivement. Et le continuum ici, le continuum, c'est sur 3 pages, comme Pierre, 3 ou 4 pages, comme Pierre l'a mentionné. Il est très bien fait. Comme vous pouvez voir, il y a le niveau commencement, progression, avancement et les pratiques exemplaires. Donc, selon où notre groupe se trouve, vous allez pouvoir vous servir de ce continuum pour favoriser une mise en œuvre efficace du continuum. Donc, vous allez le recevoir tantôt. Alors, nous sommes rendus ici maintenant, on se dit, après toutes les conversations que nous avons eues au sujet du cours décloisonné, nous aimerions qu'en un seul mot, vous nous décriviez votre rôle en tant que leader pédagogique dans la mise en œuvre du nouveau cours décloisonné de mathématiques de 9e. Donc, comment est-ce que vous appréhendez votre rôle maintenant de leader pédagogique dans la mise en œuvre du nouveau cours? Donc, juste en un seul mot, s'il vous plaît. Je vois Pierre qui dit facilitateur. Excellent. Valérie dit appui. Monique dit stimulateur. Tous ces mots sont juste magnifiques, excellents. Merci beaucoup pour le partage. Alors, je vais laisser la parole à Christine pour nous parler des questions et des dilemmes qui surgissent avec la nouvelle pratique. Thank you, Nia. Towards the beginning of today's presentation, after Nia shared the data with you and many of you, we had a bit of discussion. I know I was hearing a lot of different kinds of dilemmas, things such as, there'll be a big change for teachers. What about parents? What will happen in grade 10? My guess is that you are facing a lot of questions, dilemmas, and you see challenges ahead of you. And I've done a lot of work with teachers and a lot of work with thinking about change. And I have actually found this framework somewhat helpful. So I'm going to share it with you. That this is a framework from a researcher called Win Schittle. And he talked about 4 kinds of dilemmas that occur. Cultural dilemmas, which are dilemmas when the culture shifts. So in other words, this is a shift in a culture. It's a shift in a culture within a mathematics department, perhaps. It's going to be a shift in a culture for parents. We also have conceptual dilemmas, which is why are we doing this, right? And that's a big question. And quite often we find that teachers, students, some administrators are struggling with why are we doing this? There are pedagogical dilemmas, which are the kinds of dilemmas about how do I do this? Some of which I was trying to address by giving you an example, but it's the how to do this within the classroom. And then political. So what is this policy about? And how does this change other policies? What will happen with EQAO? What's going to happen in terms of grade 10? When will they decide, to choose a stream? All of those kinds of things are political. And if we go to the next slide, I'll share with you, these are some of the kinds of questions to give you a better understanding of these 4 categories. So in other words, under conceptual dilemmas, why are we de-streaming? Under cultural dilemmas, how can we help to develop a culture where students believe in their own abilities? What about parents' expectations for de-stream math? So you can see that there are a variety of different kinds of dilemmas. And you might say, well, why bother? Why put these in categories? Because to tell you the truth, I'm not actually a category person who puts things in boxes. But what I did find really helped me is it helped me think about the fact that I actually address different kinds of dilemmas in different ways. So in other words, a pedagogical dilemma, that's to me is some of the easiest things to do. I can address that with a workshop, with a resource. If teachers want to know, how do I teach coding? There are workshops, webinars, resources. Those I find are the easiest. But things like conceptual dilemmas and cultural dilemmas, I have to recognize that those are going to take time. They're going to take time,
I'm not going to be able to solve those with a workshop or a webinar. It will be conversations. It will be teachers trying things out. It will be talking with parents, and that's going to take a little bit longer. And I find that this really helps me think about kind of a bit of a timeline. Okay, these I can address this way, and these are going to be addressed in other kinds of ways, and I have to be prepared for them to take longer. So I do find that this kind of framework and thinking about what kind of dilemma is this, and recognizing that some can be addressed fairly quickly and others are going to take more time and a different strategy is kind of helpful. So I thought that we might share that with you. And I'll hand it back to Nia. Merci beaucoup, Christine. Alors, ça, c'est une courte vidéo. Je vais demander une fois de plus à Pierre de vous partager la vidéo. Tout d'abord, avant de partager la vidéo, j'aimerais vraiment vous remercier encore de votre patience. Je sais qu'on a débordé de 2 minutes le temps seulement. On vous demandera, s'il vous plaît, de nous accorder encore 5 minutes de votre temps pour qu'on puisse finir le webinaire. Ce serait amplement apprécié. Donc, Pierre, s'il te plaît, tu peux partager le lien qui se trouve dans la vidéo. Je viens de le mettre. Alors, on vous donne, je pense que celui-là dure 2 minutes. Alors, allez regarder la vidéo. 2 minutes, merci beaucoup. Et après, on partage ce qu'on voit, qu'est-ce que la direction dit. Et puis, ce serait apprécié aussi si, après la vidéo, vous pouvez identifier quelques mouvements de leadership qu'il recense dans ce qu'il dit. En tant que leader, quel rôle vous pouvez jouer pour appuyer la mise en œuvre du programme décloisonné dans l'école. Donc, si vous avez fini, je vous demanderai, s'il vous plaît, de partager juste en 1 ou 2 mots qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qu'on peut faire pour... qu'est-ce qui ressort de ce que notre collègue direction partage dans cette vidéo. En attendant que vous écrivez, je peux lire ce que Christine a écrit. Elle dit, oui, Roxane, nous devons donner de la place aux élèves. Tout comme nous permettons à nos élèves de faire des erreurs, nous devons permettre à nos enseignants aussi de... Nous devons comprendre que nos enseignants peuvent être à des différents endroits d'apprentissage. Alors, Pierre Canfo dit qu'il faut offrir des occasions de partage pour des enseignants, des leaders au sein des communautés d'apprentissage professionnel. Roxane dit intégration des matières, projets authentiques pour les élèves élaborés par une équipe d'enseignants. Écoutez, merci beaucoup pour le partage. Je vais passer à la prochaine diapositive. Alors, aller de l'avant, mouvement de leadership.
Alors, voici les possibilités en 3 étapes que nous pouvons mettre en œuvre. On peut partir de là et identifier quelles sont nos prochaines étapes. N'oubliez pas qu'il faut dire oui à la formation continue. Il faut comprendre le pourquoi en partant des objectifs du ministère pour le décloisonnement. Et il faut aussi entamer des conversations, explorer des ressources et recueillir surtout des données pour atteindre chaque élève. Ensuite, ici, ça, c'est le document des ressources. Donc, il est dans la présentation, comme Pierre l'a mentionné. D'ici 2 jours, vous allez recevoir la présentation. Ça, c'est la liste des ressources qui est actualisée. On ne vous a pas partagé le document pourquoi? Parce que cette liste de ressources est mise à jour de façon continue. Donc, en gardant le lien, chaque fois qu'on aura de nouvelles ressources, on va rajouter là pour que vous puissiez vous inspirer pour assurer une mise en œuvre équilibrée du nouveau programme. Alors, on va revenir ici, juste pour terminer. Ça, c'est les questions que nous avons posées au début. Lisez chaque déclaration et soyez conscients de ce que vous pensez en ce moment. Donc, après ce webinaire, alors, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous redites en un mot comment est-ce que vous vous sentez maintenant par rapport au décloisonnement. Quel est votre niveau de compréhension et votre niveau d'aisance? Est-ce qu'il y a des affaires que vous souhaitez partager avec le groupe en entier qui pourraient aider? Je vois Valérie qui dit « Nous devons adresser les insécurités de nos enseignants de toutes les façons possibles. » Merci Valérie. Donc, s'il vous plaît, prenez juste 1 ou 2 minutes pour partager. Comment est-ce que vous vous ressentez après le webinaire? Est-ce que cela vous a aidé? Est-ce que ceci a été, vous a diminué le niveau d'anxiété? Parce que je sais que, comme Pierre le mentionnait au départ, il y a beaucoup d'anxiété auprès des directions sur la mise en œuvre de ceci. Est-ce que vous pensez que ce webinaire pourra être utile pour les directions? Il faut passer à un décloisonnement en profondeur et non en surface. Merci Eric. Roxane, l'an dernier, j'ai été leader tactique et j'ai vu beaucoup de projets STEAM qui me laissent croire que le décloisonnement en maths sera très bénéfique. Merci beaucoup Roxane. Alors, ceci dit, je vais laisser la parole à Pierre pour conclure le webinaire et en ce qui me concerne, je tiens vraiment à vous remercier pour votre temps ce matin. Merci beaucoup, Nia, et merci beaucoup à Christine aussi et à tous ceux qui ont participé activement au webinaire.